un édifice, la Maison des cyclistes. C'est un projet qu'on avait depuis le début des années 90. On voulait y loger nos bureaux. On voulait avoir pignon sur piste. Alors, on a cherché pendant quelque temps une maison qu'on pourrait acheter et rénover et appeler la Maison des cyclistes. Et donc, en 1994, on inaugure la Maison des cyclistes au coin des pistes cyclables Rachel et Brébeuf à Montréal, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est à l'intersection des deux plus grandes pistes montréalaises. Alors, dans cette maison-là, on y retrouve évidemment un café, une boutique, notre agence de voyage. On y organise des conférences. Bref, ce qu'on voulait, c'était un lieu d'animation où les cyclistes pourraient venir nous voir, jaser, discuter vélo, pourraient trouver toute l'information qu'ils désirent. Quand on a aménagé cette maison des cyclistes-là, on a décidé aussi de faire un stationnement vélo sur rue. On a donc retiré 3 places de stationnement de voitures et on y a installé des supports à vélo sur rue. Ça a provoqué un petit peu le tollé de nos voisins qui n'avaient pas vu ça venir. Mais après ça, je vous dirais qu'après 1 an, c'est comme un acquis. Notre stationnement à vélo, on l'installe au mois d'avril, on le retire au mois de novembre et il est plein à l'année longue. Le temps où il est installé, il est tout le temps plein de vélos. Vélo des employés, vélo des clients, mais aussi vélo de nos voisins. Ce stationnement-là est vraiment ouvert à tous. Alors, c'était le premier stationnement sur rue à Montréal. En achetant la Maison des cyclistes, on voulait, oui, avoir un lieu où on serait bien identifié, où les gens sauraient qu'ils peuvent trouver de l'information sur le vélo, mais on voulait aussi se bâtir un capital. À chaque fois qu'on va voir la banque et qu'on demande à la banque, écoutez, on a un projet formidable, mais on n'a pas tout à fait le financement, on aurait besoin que vous allongiez notre marge de crédit. On se faisait toujours répondre par nos banquiers, bien oui, mais vous ne valez rien. Alors, on s'est dit, on va arrêter de rien valoir aux yeux de notre banquier. Puis une maison, l'immobilier, ça a une valeur aux yeux des banquiers. Alors, la Maison des cyclistes est aussi devenue pour nous un levier financier, ce qui fait que quand on va demander de l'argent pour des projets, puis qu'on voit qu'on a plus ou moins d'argent pour le démarrer, bien, on utilise la capacité financière de la Maison des cyclistes pour aller allonger, augmenter notre marge de crédit pour pouvoir réaliser nos projets. Donc, c'est un levier financier qui est important pour le développement de l'organisation. Je vous dirais que 15 ans plus tard, ça va faire 15 ans l'année prochaine qu'on a inauguré la Maison des cyclistes. Il y a 75 employés qui y travaillent à temps plein à l'année. En période de pointe, c'est 110 employés. Ils ne sont pas tous à la Maison des cyclistes parce qu'elle est devenue plus assez grande pour nos besoins. Alors, on est même rendu à l'étape où on doit agrandir la Maison des cyclistes. En 1995, nous soumettons un audacieux projet au gouvernement du Québec. On propose au gouvernement de réaliser un itinéraire cyclable de plus de 4000 km qui relierait le Québec du nord au sud, d'est en ouest. C'était la Route verte. La Route verte fut accueillie par le gouvernement québécois avec enthousiasme et la maîtrise d'œuvre a été confiée à Vélo-Québec. Après 12 ans de travail avec les différentes régions du Québec, la Route verte a été inaugurée officiellement l'année dernière. Elle n'est pas terminée, mais elle a été inaugurée officiellement l'année dernière. 90 de la Route verte était complétée à ce moment-là. Et je vous dirais que la Route verte est devenue, au fil des ans, plus qu'un équipement récréatif qui appartient aux Québécois. L'attachement des Québécois pour la Route verte est émotif. C'est leur voie royale qui leur permet de s'évader quelques heures ou quelques jours, selon leur horaire bien précis. Et c'est ça qui a été, ce projet-là, c'est ça qui a été formidable. Il y a eu des changements de gouvernement en cours de route, mais il n'y a jamais personne qui a laissé tomber la Route verte de la part des gouvernements, parce que c'est un projet qui était formidablement rassembleur. Ce projet-là, s'il a pu être réalisé, c'est parce qu'on a proposé un projet au gouvernement, le gouvernement a décidé d'y investir des sous, et les régions, évidemment, ont travaillé en concertation pour que cette route-là soit fantastique et que ce soit une route cyclable qui traverse le Québec et qui soit agréable pour les gens qui l'utilisent, que ce soit pour les gens locaux qui l'utilisent à des fins de loisirs ou à des touristes qui viennent ici visiter le Québec. Je vous dirais que l'aménagement cyclable en comparaison de l'aréna, de la piscine, de terrain de soccer, puis je ne dis pas que ces installations-là ne sont pas importantes, mais c'est un aménagement qui, en regard de l'achalandage, a un rapport coût-bénéfice inégalé. C'est fantastique. Et je pense qu'on l'a compris parce qu'on voit de plus en plus de projets d'aménagement cyclable. Les gens veulent en faire. Quand on vend maintenant des secteurs immobiliers, de développement immobilier, ça fait partie des plus-values qu'on dit aux gens en disant « il y a une piste cyclable qui passe près de chez nous ». Ce n'était pas le cas il y a 20 ans.
Et si la route verte a si bien fonctionné, c'est si bien développé, c'est grâce à tout le travail de concertation qu'on a effectué avec toutes les régions du Québec et avec le gouvernement du Québec. La route verte n'est pas terminée. On poursuit son développement. En fait, je dirais qu'elle ne devrait jamais être terminée, la route verte, tellement ses possibilités d'expansion sont infinies et ses avantages pour stimuler la pratique incontestables. Alors, on vient de renouveler 5 ans avec le gouvernement pour compléter la route verte et aussi l'entretenir, et on espère que ça va durer encore bien des années. En 1999, nous lançons le Tour la nuit, et on invite 12 000 personnes à venir découvrir Montréal sous les étoiles. Ce qu'on voulait, c'était faire vivre aux cyclistes une nouvelle expérience. Ils avaient vécu le Tour de l'île, tout ça, mais on sentait que les cyclistes avaient le goût de vivre encore d'autres choses. Alors, on les invite à venir rouler à partir de 9 h le soir dans les rues de Montréal. Et ce qu'on voulait aussi passer comme message aux cyclistes, c'était l'importance d'être visible quand on roule le soir. On se rend compte que malgré le fait que au Québec, dans le Code de la sécurité routière, l'éclairage est obligatoire pour les cyclistes quand on roule le soir, il n'y a pas 15 % des cyclistes qui ont un vélo éclairé lorsqu'ils roulent le soir. Alors, on s'est dit, tiens, on va mettre en place un événement. Encore là, un happening, c'est fou. On va les inviter à venir et puis on va espérer que les gens vont comprendre l'intérêt d'être visible le soir. Ce qui nous a surpris avec ce happening-là, c'est que ce happening-là invite les enfants et les adolescents. Au début, on ne pensait pas que les enfants et les ados seraient intéressés. Là, on en a vu tranquillement participer à l'événement. Puis là, il y a une année, on a décidé de mettre un prix spécial. La journée où on a mis un prix spécial pour les ados et les enfants, les inscriptions des jeunes ont explosé. Les gens ont compris, tiens, c'est un événement, malgré le fait qu'il soit à 9 h le soir, qui est aussi fait pour les enfants et les ados. Alors, on a réussi à aller chercher les ados qui ne sont pas toujours faciles à convaincre, mais c'était tellement spécial que là, ça leur plaît bien de venir participer au Tour la nuit. C'est à partir de la création du Tour la nuit en 1999 aussi qu'on a mis en place la Feria du vélo de Montréal, qui est en fait le chapeau qui réunit le Tour de l'île, le Tour la nuit et un autre événement qui s'appelle le Défi métropolitain. C'est un autre événement qu'on a mis en place début des années 2000 et qui permet, dans le cadre de la Feria du vélo, à plus de 3000 personnes de faire une randonnée hors Montréal sur des routes qui ne sont pas fermées à la circulation automobile et qui permet une pratique un peu plus cyclosportive, ce qui est moins le cas du Tour de l'île ou du Tour la nuit. Je l'aime, cette photo-là. Elle est tellement belle. Ensuite, dans les années 2000, on a décidé de travailler de façon plus acharnée à faire la promotion du vélo comme moyen de transport. Je dirais que le transport actif, c'est un peu le talon d'Achille des sociétés modernes. Alors, on démarre en 2000 une opération qui s'appelle Opération Vélo-Boulot et qui vise à promouvoir les déplacements à vélo. Et on travaille principalement avec les employeurs pour les convaincre de convaincre leurs employés à se déplacer à vélo. Mais pour ça, ce qu'on leur a dit, bien, si vous voulez que vos employés se déplacent à vélo, il faut qu'il y ait des stationnements sécuritaires pour les vélos, il faut qu'il y ait des douches, il faut qu'il y ait des casiers. Bref, vous devez faire un aménagement qui n'est pas très coûteux, mais vous devez faire un aménagement pour pouvoir permettre aux employés de venir. Et généralement, quand vous voyez un stationnement de vélo devant un édifice, le message est assez clair. Ici, les cyclistes sont la bienvenue. Et ça, c'est très important. Après l'opération Vélo-Boulot, on met en place en 2005 une autre opération qui s'appelle « Mon école à pied à vélo ». Là, on se rend compte des résultats désastreux des enfants qui se déplacent de façon active pour aller à l'école. On se rend compte que la navette parentale motorisée prend de plus en plus de place et que peu d'enfants, finalement, adoptent la marche ou le vélo pour se déplacer à l'école, alors que souvent, l'école est placée dans un rayon de moins de 1,5 km. On parle du primaire ici. Alors, on met en place ce programme-là dans les écoles primaires du Québec où on veut vraiment sensibiliser les enfants, les parents, les profs aussi, à l'importance, dans le fond, de discuter de transport actif. On propose aux profs d'utiliser ces exemples-là quand ils font des mathématiques, quand ils font de l'histoire. On essaie de démontrer aux parents que ce n'est pas nécessairement un service qui rend à l'enfant que d'aller le déposer en voiture sur le chemin du travail, mais que l'enfant qui a besoin de bouger et d'être actif, si on utilisait le temps de transport pour aller à l'école, s'il l'utilisait comme étant un temps d'activité physique, c'est intégré dans son calendrier quotidien et ça contribue à faire que l'enfant dépense de l'énergie et est plus attentif en classe. Cette année, mon école à pied à vélo est dans 82 écoles du Québec et on rejoint 27 000 enfants ainsi que leurs familles. Alors, pour ce projet-là,
on rejoint évidemment, on parle beaucoup de la promotion de la bicyclette comme moyen de transport, mais pour nous, tous les moyens actifs sont bons. Alors, c'est la marche, c'est le patin, c'est la trottinette, c'est tout. Et évidemment, quand on parle de déplacement vers l'école aux parents, on leur dit pas nécessairement que leur enfant doit se déplacer seul pour aller à l'école. Dépendamment de l'âge de l'enfant et de la configuration du quartier, les parents doivent aussi, à des moments, accompagner leurs enfants. Alors, c'est vraiment, ça implique toute la famille, ça n'implique pas juste les enfants. Le vélo a connu, au fil des 20 dernières années, un essor considérable au Québec. Quand on compare le Québec au reste du Canada et aux États-Unis, on a une place vraiment particulière. Et je vous dirais qu'il s'est passé quelque chose ici. L'engouement des Québécois pour le vélo est peu commun en Amérique du Nord. Le travail que nous avons réalisé en entraînant à la fois les gouvernements, les paliers municipaux ou le gouvernement provincial, en embarquant les commanditaires pour financer tout ça, en embarquant les écoles via le Tour des enfants ou nos activités Mon école à pied à vélo, en embarquant tout le monde, on a réussi à faire avancer la cause du vélo au Québec. Mais il y a aussi une donnée qu'on n'avait peut-être pas calculée au départ, ça a été la passion des Québécois pour cette activité-là. Les Québécois ont mordu là-dedans à pleines dents et c'est ce qui fait aujourd'hui que le vélo est le loisir par excellence au Québec. Tout seul, on n'aurait pas pu réaliser ça. C'est sûr qu'on a été un bon moteur pour pousser les gens, pour stimuler les gens, pour motiver les gens, mais on n'aurait pas pu réaliser ça tout seul s'il n'y avait pas eu toute la société civile qui était embarquée avec nous. Et c'est ça qui a fait le succès du travail qu'on a fait et qui fait qu'au Québec, maintenant, on peut vraiment dire que pour la question du vélo en Amérique du Nord, le Québec est une société distincte. J'aime souvent raconter qu'à la fin des années 70, pour terminer, à la fin des années 70, quand je faisais du vélo à Montréal, je reconnaissais tous les cyclistes que je croisais dans la rue ou à peu près. Quand je voyais un vélo stationné, je disais « Ah, tiens, c'est le vélo d'un tel ». Je peux vous dire que maintenant, c'est plus possible. Il y a tellement de vélos à Montréal que je ne reconnais plus les cyclistes que je croise. Mais je vous dirais qu'à chaque fois que je croise un cycliste que je connais, parce que j'en connais quand même pas mal, je m'empresse de le saluer. Parce qu'au-delà des indéniables bienfaits pour la santé et pour l'environnement, le vélo est un prodigieux moyen d'entrer en contact avec les gens et de se sentir bien vivant. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup de cette présentation qui était fort bien illustrée, d'ailleurs, d'une activité, de l'histoire d'une activité à Montréal et au Québec, activité qui a procuré toutes sortes d'effets ou d'impacts tout aussi intéressants les uns que les autres. Et merci de votre allusion au fait que le vélo peut être considéré comme un déterminant de la santé, mais est en lien avec d'autres déterminants de la santé, comme par exemple tout le côté social de la santé, comme les bienfaits sur les habitudes de vie, comme l'environnement et comme également l'économie. C'est une activité même qui a des productions économiques importantes qui contribuent évidemment au bénéfice de nos collectivités. Notre prochain conférencier s'appelle Alain Poirier. Il est médecin. Il est sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique du Québec. Il est directeur national de la santé publique au Québec. Il est donc mon grand boss. Alain a commencé sa carrière en faisant, comme moi, un cours de médecine, mais il est devenu spécialiste en médecine interne. Il a été formé à l'Université de Sherbrooke. Pendant quelques années, il a été très impliqué au niveau de la santé internationale, ce qui l'a amené à s'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque la santé communautaire et qu'on appelle aujourd'hui la santé publique. Il a été médecin conseil pendant plusieurs années
dans la deuxième plus grande région de Montréal, pardon, quel lapsus, la plus grande région du Québec, c'est-à-dire la Montérégie, qui est sur la rive sud de Montréal. Il a fait pendant quelques années une carrière télévisée. Les Québécois se souviennent de son image à Radio-Canada. Il a été professeur à l'Université de Sherbrooke et de Montréal. Ça a été un grand lobbyiste de la santé. Il a travaillé beaucoup, notamment sur le dossier du tabac. C'est un sportif, et même ses enfants le sont également. En fait, Alain parle beaucoup, mais il agit beaucoup. C'est un directeur national que nous aimons bien et il va vous dépeindre, comme je vous l'ai mentionné tantôt, un portrait un petit peu plus large des liens entre la santé et le loisir. Alain. Réal a raison sur plusieurs points. Je parle beaucoup et quand je parle de sport, j'en parle au passé. Avec ce que je fais maintenant, malheureusement, je manque de temps. Mais je sais que ce n'est pas une excuse. Je manque surtout probablement qu'on doit appeler ça du courage. Parce que j'ai eu le malheur, moi, d'adopter très jeune des sports plutôt collectifs. Et puis là, mes équipes m'ont toutes largué parce que je suis toujours entre Montréal, Québec et ailleurs. Alors, j'ai un peu de difficulté au plaisir solitaire. Madame Larreau vient de déboulonner un mythe pour les gens qui viennent de l'extérieur. Non, notre sport national, c'est pas le traîneau à chien, c'est pas la motoneige, ça se passe sur de l'asphalte. On ne nous a pas parlé de vélo l'hiver, mais c'est sûr que c'est une réalité avec laquelle on va bientôt être confronté. Je vais donc, comme le dit Dr Lacombe, mon employé, parler de quelques aspects avant d'arriver à un exemple d'un programme national. On parle évidemment que tout ça prend une résonance locale dans les collectivités, les individus. Même Larreau a évoqué, fait le lien au niveau macro, comment on fait des liens avec des grandes politiques comme celle du loisir. Alors, je vais essayer de suivre cette séquence. Donc, quelques rappels que vous connaissez, que vous savez, mais je pense qu'il faut les redire, sur les évidences du lien entre les loisirs, que je définirai largement, et la santé. Réal a déjà défini la santé comme un concept large. Celui de l'OMS, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais évidemment une notion plus de qualité de vie, de mieux-être, et donc on parle de promotion de santé en influençant divers déterminants de la santé. De la même façon, j'utiliserai une définition de loisir large. On ne parle pas uniquement de sport ou d'activité physique, mais aussi de mise en forme, d'activités sociales, récréatives. Les arts et la culture on pourrait continuer, je m'excuse pour tous ceux que je n'ai pas nommés, mais ces enjeux donc de loisirs, je vais donner quelques évidences de la littérature claires et nettes sur santé physique, santé mentale ou le développement des compétences personnelles, les enjeux sociaux et même sur les enjeux économiques. Ces déterminants-là sont tous eux-mêmes porteurs de santé pour des individus, des collectivités, donc on va en revoir quelques-uns. Je parlerai après ça d'exemples de programmes ou de politiques publiques. Évidemment, les communautés locales, les villes, un concept comme Villes et villages en santé, des organismes sans but lucratif comme Vélo-Québec ont des contributions, mais il y a aussi au niveau, et si vous représentez, vous venez de d'autres pays, des contributions majeures au niveau des grands programmes et des politiques publiques et j'insisterai, je passerai un peu plus de temps sur un de ceux-là, qui est plus récent au Québec, qui est le plan d'action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie. Il y a d'ailleurs un atelier qui en parlera en plus de détails. Alors, pour commencer sur les évidences, je ne vais pas vous dépeindre avec énormément de transparent, mais c'est très clair que sur le plan de la santé physique, il y a des évidences pour la réduction des maladies coronariennes. Évidemment, l'intermédiaire entre cet impact, le cause ou l'effet passe par de la biologie, notamment sur les bons, les mauvais cholestérol, sur la réduction des taux de graisse et même sur la masse osseuse si on parle d'ostéoporose. Mais donc, c'est clair qu'il y a une diminution dans les risques
des maladies associées à nos vaisseaux. On parle des maladies coronariennes, infarctus, mais des autres vaisseaux sanguins et même sur la tension artérielle par les pratiques de loisirs, d'activité physique. L'ostéoporose, évidemment, qui touche tellement de nos personnes âgées. Le diabète, en lien à lui-même avec le taux de gras, le diabète est en explosion, est en augmentation majeure. On verra un chiffre un peu plus loin. Même les cancers sont associés, la diminution de cancer est associée à une meilleure pratique de l'activité physique. Évidemment, ces impacts-là, on les retrouve chez des personnes un peu plus âgées. Je suis dans ce cas-là, déjà à la cinquantaine, on commence à avoir pas mal de ces impacts-là. Mais chez les plus jeunes, les mêmes pratiques de loisirs, d'activité physique, évidemment, vont favoriser, et c'est bien démontré, la croissance, les habiletés psychomotrices, la coordination, qui sont autant d'attributs, oui, bons eux-mêmes pour l'activité physique, mais pour plein d'autres éléments. Alors, sur la santé physique, c'est très clair. Et il faut les séparer, les mettre en liste, mais le continuum santé physique, santé mentale, notamment pour faire des bons choix en matière de santé physique, passe par des compétences personnelles qui elles-mêmes vont nous aider à avoir une meilleure santé mentale. Je ne parle pas nécessairement de réduire des symptômes de dépression, quoique, évidemment, l'activité physique, plein de gens vont nous dire que ça stimule les endorphines, ça donne un sentiment de bien-être qui dure des heures après la pratique d'une activité intense. Ma femme en est un bon exemple. Elle ne s'entraîne pas pour garder sa taille fine, elle l'a toujours naturelle, et je trouve que c'est une injustice majeure. Mais dans son cas, c'est vraiment pour l'effet de santé mentale, des endorphines, de sentiment, de se sentir bien après la pratique d'une activité physique. Moi, j'ai tout ça aussi, mais je n'ai pas le courage qu'elle a. Donc, sur le plan de la santé mentale, des compétences des jeunes, ça passe, on a évoqué tout à l'heure la notion de plaisir importante et des endorphines, mais beaucoup d'études démontrent que la participation des activités de loisirs, évidemment, augmente par toutes sortes de mesures qu'on peut faire, la créativité, la réussite scolaire. Ça diminue, dans plusieurs programmes, on a diminué des éléments, je dirais les troubles conséquents, qu'on parle de violence, qu'on parle de délinquance. Il y a même des indices en diminution de criminalité dans les différents programmes où on fait participer des jeunes aux divers loisirs que j'ai évoqués. Et tout ça passe par ce qu'on appelle les compétences, évidemment l'estime de soi, parce que de réussir et d'avoir du plaisir en équipe, les psychoéducateurs vont nous parler de la spirale du succès, de développer un premier succès, que ce soit en frappant un ballon ou en faisant un loisir, du théâtre, de la danse. Évidemment, cette spirale de succès donne envie d'essayer de faire d'autres. Là, j'entre dans le champ clair et net du travail de nos professeurs, mais aussi de nos psychoéducateurs dès les services de garde. Donc, les attributs, ce lien entre loisir et la santé passe par une série de déterminants et d'attributs qui sont vrais dans différents milieux, autrement que seulement par la pratique du vélo, évidemment. Donc, ces ingrédients-là sont les mêmes dans diverses activités de notre vie quotidienne. Un bon professeur peut faire ça en classe. Évidemment, un bon prof peut être lui-même faire du théâtre, il peut être un bon conteur. Donc, il est lui-même une source d'activité culturelle s'il sait bien animer sa classe. Mais au-delà de ce qu'il peut faire dans sa classe, l'école elle-même, on a parlé de ville en santé, mais l'école, il y a un concept de plus en plus porteur ici au Québec, et j'y reviendrai, qui est école en santé, fait que ce milieu-là nous amène du plaisir et du loisir, y compris en s'y rendant par les transports actifs, pour améliorer la santé des jeunes et leur réussite éducative. C'est indissociable. Alors, la pratique de sport organisé et d'autres activités des loisirs a été démontrée comme un impact sur le développement des techniques de leadership, en présence de mentors, de profs, de coachs. Des jeunes développent leurs techniques de leadership. Il y a des démonstrations que leur capacité de partage, leur capacité de faire du bénévolat, leur niveau d'implication dans des conseils d'administration, dans des comités par la suite, augmente s'ils ont participé à des sports organisés. Évidemment, dans les arts, théâtre, musique, danse, on voit aussi des augmentations au niveau des indices de pensée créative, la tolérance, la capacité d'expression. Alors, il y a donc plein d'attributs dans les divers loisirs, j'élargis, vous voyez, par rapport à l'activité physique, où ça se développe. Et une fois qu'on a ça sur un plan individuel, on est déjà sur le quatrième élément, sur cette notion du capital social et notre capacité dans une communauté de faire des alliances, d'organiser en collectivité. C'est ce qui nous différencie, j'allais dire des plaisirs solitaires que j'évoquais au début, mais donc cette capacité de travailler collectivement, de s'engager dans la vie,
indépendamment du loisir, nous vient souvent de nos expériences et du bonheur et du plaisir d'avoir travaillé en équipe, que ce soit dans une troupe de danse ou dans un club sportif ou en faisant du vélo avec des amis. Alors, il y a de ça des démonstrations au niveau de l'amélioration du capital social par ces pratiques de loisirs. Et le dernier point que je voulais évoquer, évidemment, sur le plan économique, c'est très clair que l'économie ou son inverse, la défavorisation, la pauvreté, a aussi des impacts négatifs et on va y revenir en matière d'accessibilité. Mais de façon simple, évidemment, les loisirs, les arts, la culture sont une source directe d'amélioration de l'économie par l'emploi, le tourisme, les investissements, mais indirectement en lien avec ce que je parlais de capital social, l'amélioration du tissu social nous vient. On faisait référence tantôt aux pistes cyclables, mais dans une société, certains vont décrire ça comme l'aimant ou la colle. Donc, quand on veut revitaliser des quartiers, des villes, on attire des gens et on les garde à partir de la disponibilité et l'offre de loisirs. Les villes intéressantes, quand on fait des sondages même planétaires, ce ne sont pas des villes nécessairement qui ont un PNB ou un niveau d'emploi extraordinairement élevé, mais c'est des villes qui offrent de ces attributs d'art et de loisirs. C'est comme ça maintenant qu'on attire des citoyens dans nos villes et qu'on en fait des villes en santé. Il est donc très clair qu'il y a un lien entre loisirs et santé. Quelques exemples rapidement. J'avais sorti ma montre pour la regarder. J'ai oublié de regarder à quelle heure j'ai commencé Réal. Tu as 10 minutes de fait. J'ai 10 minutes de fait, ça va bien. Donc, que ce soit dans un programme national de santé publique, nous en avons un au Québec, ou dans d'autres politiques publiques, évidemment, il y a des exemples ici très concrets sur lesquels on n'aura pas le temps d'élaborer, mais dès le plus jeune âge, les programmes qui misent sur le développement des enfants, avant même la naissance jusqu'à 5 ans, au Québec, on a des programmes en périnatalité et en soutien à la petite enfance, qui insistent notamment sur les populations défavorisées, parce que tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a habituellement des taux de participation qui varient du simple au triple, ou même pire, parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité économique. Alors, quand on veut rendre accessibles des programmes de loisirs et de culture, il faut se préoccuper de cette plus petite accessibilité quand on a moins d'argent dans nos poches, surtout quand tous ces éléments-là ont des frais, pas toujours directs, mais parfois des frais d'accessibilité. Il faut s'y rendre, il faut se déplacer. Or, pour nos populations défavorisées, la résultante, c'est qu'il y a un taux de participation à plusieurs de ces activités-là qui sont moindres. Alors, si on n'en fait que la promotion, j'allais dire, simple, sans travailler sur les autres déterminants qui favorisent l'accessibilité à ces activités-là, on peut, à la limite, perpétuer des inégalités en matière de santé parce que les populations les plus nanties sont capables de se payer, d'accéder à ces activités de loisirs et d'art, et les autres sont laissés pour compte. Donc, dans des programmes dès le plus jeune âge de développement des enfants, nos infirmières qui vont à domicile dans nos populations, nos jeunes mamans, nos jeunes familles défavorisées qui ont certains ingrédients de défavorisation, ne font pas que de l'éducation sur l'allaitement ou la bonne alimentation, mais aussi sur le jeu, sur le développement psychomoteur, sur ses habiletés, qui fait qu'un enfant n'arrivera pas avec des retards au niveau déjà de la pratique d'activité physique ou la participation au loisir et bien sûr sur sa réussite scolaire. Ces concepts-là se retrouvent donc, je veux vous rassurer, on ne fait pas que de la médecine auprès des jeunes mamans, mais beaucoup plus du développement, j'appellerais ça psychosocial, des compétences comme mère et de mieux connaître la capacité des enfants dans leurs différents stades de développement. Un peu plus tard, nos services de garde qui sont universels au Québec, ou presque, parce qu'évidemment, on n'a pas encore toutes les places en service de garde, mais ils sont très